Bonjour, donc dans cette vidéo, on va parler du détroit d'Ormuz, on va parler aussi de Fordo et ce que ça veut dire aussi eh bien, du programme nucléaire iranien. C'est très important. Et avant de commencer, je voudrais quand même aborder deux points. Le premier point, c'est sur les vidéos. Les vidéos de ce type, j'ai des problèmes au niveau des commentaires. Il y en a que je ne vois pas du tout, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans les commentaires. Donc évidemment, je me décharge de toute responsabilité sur les commentaires. D'autre part, le deuxième point, c'est que en fait, ces vidéos-là, elles ont un comportement au niveau des vues qui est bizarre. C'est pas que ça soit nécessairement inférieur à la moyenne, mais c'est un comportement très bizarre. Et je comprends que le sujet, en fait, c'est un sujet délicat. Donc, et aussi, il y a quelque chose qui est très très important, c'est que ces vidéos ne sont pas gratuites. Pourquoi je fais ces vidéos? Parce que c'est une crise, c'est une période de crise. Et c'est une période de crise, moi-même, en tant qu'expatrié, donc j'ai vécu dans un pays en crise et j'ai bien vu que les médias francophones, en fait, traitaient vraiment très mal la situation et souvent comprenaient pas le contexte et c'était vraiment très très problématique. Donc vous pouvez pas vraiment faire confiance en fait aux médias français pour vous informer dans le pays où vous êtes. C'est vraiment ça le problème, hein. J'avais vraiment remarqué ça. Quelques longues années plus tard, en fait, j'ai vraiment compris maintenant que la presse française est détenue par très peu de personnes, a un agenda. Ces gens-là ne sont pas là, la presse, hein, les médias mainstream, pour vous informer. Ils sont là pour former une opinion, ce qui n'est pas du tout pareil. Alors évidemment, il vaut mieux avoir des sources alternatives dans des pays étrangers. Hein, déjà, c'est pas mal parce qu'au moins, c'est pas contrôlé par les mêmes personnes. Donc, c'est déjà quelque chose d'important. Alors, détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, on a actuellement, donc voici la carte, hein, je vous présente la carte ici. Le détroit d'Ormuz, vous avez la frontière là, entre l'Iran et Oman, hein, et aussi quelque chose qui est très important, c'est la profondeur du golfe, hein, la profondeur. Donc, si vous voulez, là où c'est le plus sombre, ça veut dire que c'est le plus profond. Ça veut dire que les bateaux qui vont être les tankers, hein, puisque c'est surtout ça dont on veut parler, eh ben, doivent nécessairement suivre les zones quand même les plus foncées, parce que sinon ils se retrouvent ici, voilà, on est sur du 25 mètres de profondeur, là on est sur du 50 mètres de profondeur, et puis là on est sur du 75, du 100 mètres, donc c'est clair qu'il y a des passages qui sont beaucoup plus faciles. Maintenant, ça limite très ça limite énormément en fait les endroits où peuvent passer les tankers, hein. Vous voyez, ça c'est vraiment le problème majeur. Donc ça veut dire que euh, entre ces zones-là, ici, vous avez à peu près 50 km. 50 là et 50 là. Donc vous voyez, ça tombe ici, disons, entre 25 et 35 km, on va dire. Donc quelque part, c'est pas très très difficile pour arrêter les trucs. On va voir les technologies qui peuvent être employées, hein, pour ça. Il faut comprendre quand même que l'histoire de fermer le détroit d'Ormuz, c'est quand même quelque chose d'assez spécial, hein, parce que la Chine, comme on peut le voir sur ce schéma, hein, du Financial Times, est un des acheteurs principaux du pétrole iranien. C'est un des acheteurs principaux et on voit très clairement, c'est pratiquement la moitié du pétrole, hein. Et puis il y a marqué Others. Donc Others, en fait, c'est peut-être même des pays qui, de manière alternative, on va dire, fournissent du pétrole à travers, de manière indirecte vers la Chine, en fait. Donc voilà, et là il y a inconnu. Alors peut-être c'est à cause de restrictions supplémentaires, mais ça ne veut pas dire que ça n'alimente pas la Chine, parce que en fait il y a des méthodes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des méthodes qu'utilisent les Iraniens et les Chinois de manière à pouvoir délivrer quand même le pétrole sans que ça se fasse trop voir en fait, hein. Donc voilà, c'est vraiment le truc. Donc fermer le détroit d'Ormuz, ça veut dire quelque part pour le pétrole iranien, bah, ça veut dire qu'il n'est pas vendu, donc ça veut dire que ça fait un manque à gagner pour l'Iran.
Ensuite, il y a la Chine qui est quand même très impliquée aux côtés de l'Iran, donc ça veut dire lui supprimer le pétrole à son. C'est peut-être pas un allié, mais en tout cas c'est un partenaire très proche. Ça, c'est quelque chose qui serait quand même très très étonnant. Voyez, en fait, vous avez quand même ce genre de problématiques qui sont à l'œuvre. Alors, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a paru intéressant, c'est que j'ai regardé ces derniers temps, justement, sur YouTube, mais en langue anglaise cette fois-ci. Et il faut avouer quand même, enfin, c'est triste hein, pour la France, mais en langue anglaise, en fait, on a accès à du contenu qui est quand même relativement qualitatif, très divers. C'est-à-dire que vous avez à la fois des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui sont républicains, des gens qui sont démocrates hein, aux États-Unis, mais vous avez aussi des gens qui sont très cultivés, qui comprennent bien les choses, etc. Donc voilà. Et si vous voulez, moi de ce que je comprends quand même, c'est que l'Iran, c'est un pays quand même dont la structure a des ressemblances avec la Chine. Parce que la Chine, contrairement à ce que pensent tous les Occidentaux, hein, d'ailleurs, je vais en profiter pour mettre la playlist expatriation en Chine, vidéo réservée aux membres niveau conquérant. Donc, si vous voulez y accéder, bah, c'est le moment. Hein, vous pouvez y accéder. Il y a tout un cours qui est indispensable avant d'avoir des relations avec le monde chinois, que ce soit aller en expatriation en Chine ou dans un pays confucianiste ou même être adversaire, on va dire, à ce type de culture, eh bien, à ce moment-là, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Si vous ne comprenez pas, bah, voilà, vous faites des bêtises. Je ne voudrais pas donner des exemples actuels, mais bon, voilà. Donc, si vous voulez, ce qui se passe en Chine, par exemple, c'est que la vision qu'ont les Français, hein, typiquement, c'est un État monolithique qui contrôle tout, du sommet jusqu'au plancher, du plafond au plancher. Impossible de bouger le petit doigt pour le moindre 1,4 milliard de Chinois. C'est tellement ridicule de croire ce genre d'ânerie sans que le pouvoir central soit au courant. C'est tellement ridicule, c'est tellement irréaliste, c'est tellement pas réalisable matériellement parlant que c'en est d'un ridicule mais sans nom. Et donc, voilà. Et pour un Français, c'est quelque chose de très dur à comprendre. Mais en fait, la Chine, c'est un peu comme ce qu'écrivait, comment elle s'appelle, Carrière d'Ancos, Madame Carrière d'Ancos, hein, qui était, ou qui est encore académicienne, et qui a écrit L'Empire éclaté. Et l'Empire éclaté, en fait, c'est l'histoire de l'URSS, hein, qui est un empire. Hein. La Russie s'est créé un empire en Asie, hein, comme les Français et les Anglais se sont créés des empires à travers la planète. Bah, la Russie s'était créé un empire, d'ailleurs elle l'a toujours finalement, en Asie. Et il faut bien comprendre que la Chine n'est pas très éloignée de ce modèle, parce que la Chine est très loin d'être un pays monolithique, justement, contrairement à ce défaut français qu'on a, qui est très spécifique aux Français. Hein. Je veux dire, même les Belges, les Suisses n'ont pas la même vision exactement que les Français, parce qu'ils n'ont pas les mêmes, les mêmes fonctionnements, en fait, politiques en tout cas. Et donc, on a vraiment un problème de vision en France de ce côté-là. Et en fait, la Chine est un pays qui est relativement fragile aussi, hein, éclaté. Et c'est un peu ce que j'ai l'impression, c'est un peu le cas aussi de l'Iran. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir quelque part un pouvoir tout-puissant, etc., manichéen, machin. Alors qu'en fait, le pouvoir contrôle peut-être pas tant que ça finalement l'ensemble du pays, et c'est peut-être précisément ça qui pose problème. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle de remplacement, de changement de régime, tout ça, ça paraît pas si simple quand on fouille un peu, peut-être précisément. Donc, moi, j'ai fait vraiment cette... et puis, je peux en parler, hein, je veux dire... j'ai fait justement ça pour la Chine, mais à mon avis, c'est aussi valable quelque part pour un certain nombre de pays d'Asie. Donc, mon idée, c'était aussi de décrire le monde chinois, mais on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont très communes avec l'Asie. Hein. Je veux dire, l'Asie, je rappelle la problématique de Alexandre le Grand, hein, quand il a voulu conquérir l'Asie, le nœud gordien.
la méthode occidentale, le nœud gordien, et voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu, on est un peu dans ce genre de rapport qui dure depuis des millénaires, en fait. C'est pas, ça date pas d'hier, ça date pas d'il y a 10 ans ou d'il y a 50 ans, ça date d'il y a 2000 ou 5000 ans, en fait. Vraiment, les rapports qu'il peut y avoir, c'est juste qu'on les a oubliés, en fait. Et donc, c'est important de remettre un peu les pieds sur terre. Donc, voilà, l'Iran, bon, c'est pas un pays que je connais vraiment, c'est pas un pays que je connais du tout d'ailleurs, personnellement, mais c'est important de comprendre l'adversaire pour pouvoir, pour pouvoir au moins éviter de faire des erreurs. Donc voilà, là c'est Euronews, hein, donc voilà, Iran, donc les missiles avancés de l'Iran ont largement été épargnés finalement. Donc ça veut dire il leur en reste beaucoup, hein. En dépit des tensions avec Israël, Téhéran a des missiles très sophistiqués qui peuvent atteindre 2000 km. Donc voilà. Donc si vous voulez, dans le cadre du détroit d'Ormuz, on comprend très facilement que ces missiles y arriveraient sans aucun problème. Mais c'est pas tout. En fait, il y a le RAD, donc Anti-Ship Missile. Donc ce sont des missiles qui sont spécialement faits pour ça. On voit qu'ils ont 360 km opérationnels. Ils ont une charge qui est quand même très lourde, hein, pratiquement 500 kg d'explosifs, c'est quand même énorme. Ça peut vraiment faire énormément de dégâts, hein, et donc voilà, ils ont ce genre de choses-là. Avec ça, ils peuvent sans aucun problème aussi bloquer le passage de navires, hein. Ils ont les missiles Nour, donc là, ils ont une distance opérationnelle de 30 à 220 km, mais 30 c'est suffisant en fait pour aller sur les navires qui passeraient dans le détroit. Alors par contre, j'ai pas l'impression que ouais, en fait, le range, donc la distance a été accrue de 30 à 130 km. D'ailleurs, à ce sujet-là, parce que je suis en train de regarder sur YouTube, sur Wikipédia, oui, je voudrais quand même m'excuser à propos d'une grosse erreur, d'une erreur grossière que j'ai faite dans une des vidéos. J'ai situé, j'en parlerai après, mais donc sachez que j'utilise Wikipédia, c'est vraiment par facilité. Pour quelle raison j'utilise Wikipédia? Parce que en fait, ces vidéos, je ne fais pas des très grandes préparations. Il faut bien comprendre que ce sont des vidéos, on va dire, entre guillemets, d'actualité. Donc, c'est une réaction pratiquement à chaud de l'actualité. Je fais une première lecture des sources en fonction des news qui sont arrivées. Je recherche l'information, j'affiche l'information, j'en fais une brève lecture. Et après, je fais la vidéo tout de suite derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment quelque chose de très approfondi. Et c'est vrai que Wikipédia permet deux choses. Il permet d'avoir un accès à l'information très rapide, et malheureusement, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a des erreurs qui se glissent dedans. Alors donc si je connais pas le truc, je me fais prendre, comme ça m'est arrivé pour le site de Fordo. Et puis, donc ça c'est vraiment le problème, hein. Ça c'est vraiment le problème sur ce sujet-là. Donc Wikipédia, ouais, c'est bien pratique. Et il y a un deuxième truc aussi, c'est qu'avec Wikipédia, j'ai pas besoin de trop me soucier quelque part des copyrights sur les choses que j'affiche dans la vidéo. Parce que travailler avec Wikipédia, ça me permet de pouvoir afficher des choses sans avoir à me soucier de savoir si c'est s'il y a un droit d'auteur ou pas, ou voilà. Donc
Alors, ok. Donc, je voulais savoir quelle était la charge du truc, mais je ne le trouve pas. Voilà. Bon, ils ont pas mis la charge. Ça a pas l'air d'être, à vue de nez comme ça a pas l'air d'être quelque chose de monstrueux comme charge. Mais bon, voilà, ça peut quand même endommager un navire, hein. Peut-être pas le couler, mais en tout cas. Donc voilà, ok. Donc vous avez ça, et puis vous avez les mines. Alors les mines, ça c'est une vision un peu rigolote du truc, mais en fait c'est pas du tout comme ça. Les mines qu'utilisent les Iraniens, en fait ce sont des mines qui sont immergées dans l'eau, hein, dans le fond de la mer. Et quand il y a un bateau qui passe dessus, bah, la mine remonte tout simplement et vient exploser sur le fond du bateau. Et donc vous imaginez un peu ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment un truc terrible. Donc il suffit pour le pays en fait d'immerger au fond de la mer toutes ces mines, d'en mettre des centaines pour fermer complètement le voilà, pour fermer complètement le détroit d'Ormuz. Donc vous voyez, les mines iraniennes peuvent fermer le détroit d'Ormuz en une semaine. Donc en une semaine, ça peut être fermé. Donc, mais je vous ai expliqué hein, toutes les réserves que j'avais sur le sujet. Maintenant, c'est pas impossible, hein, je veux dire, il faut comprendre, il faut savoir aussi une chose quand même, c'est-à-dire qu'au niveau de la Chine a fait énormément de réserves. La Chine a des réserves de pétrole probablement pour quelque chose qui doit correspondre à une année, si vous voulez. Donc, éventuellement, l'Iran pourrait fermer le détroit d'Ormuz pendant 6 mois. Je ne suis pas persuadé que ça poserait de gros problèmes à la Chine parce qu'ils ont, ils ont des réserves stratégiques. Donc, alors ça ferait monter les prix de pétrole et de l'essence, hein, nécessairement. Ça ferait monter énormément. Ça atteindrait les 100 dollars probablement, d'après ce que j'ai compris. Alors maintenant, est-ce que c'est beaucoup 100 dollars? Je veux dire, on est actuellement à plus de 70, on doit être à 75. Hein, donc arriver à 100 dollars le baril, mine de rien, c'est que 33% en plus du prix. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très affolant, on va dire. C'est pas vraiment un très très gros problème. Ça pourrait le devenir si on arrivait dans des niveaux de prix beaucoup plus élevés. Si on arrivait sur des niveaux de prix beaucoup plus élevés, à ce moment-là, là, il y aurait clairement un très très gros problème. Pour ça, il faudrait que, je sais pas, mais il faudrait probablement autre chose que le détroit d'Ormuz. Peut-être une conflagration générale dans la région ou un truc comme ça. Voilà. Bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans ces vidéos. Donc, comme je le disais au départ, hein, ces vidéos, si je les fais, c'est parce que j'ai été toute une époque expatrié dans un pays en crise. Au moment de la crise, je me suis aperçu que les médias mainstream français, en tout cas, étaient vraiment pas du tout à la hauteur, quoi. Je veux dire, c'est carrément pas sérieux, même sans parler de partis politiques ou de choses comme ça. Je veux dire, c'est, par rapport à ce que font les anglo-saxons, c'est vraiment pas sérieux. Donc, c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos. Donc, l'histoire de Fordo. L'histoire de Fordo, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Pourquoi c'est quelque chose qui est très important? Parce que on a vu donc que les Américains avaient bombardé en fait ce site hein, avec des bombes à très grande profondeur. Mais on a vu aussi que l'Agence internationale pour l'énergie atomique avait dit, après l'Iran d'ailleurs, qu'il n'y avait aucune contamination. Hein. D'ailleurs, on le voit ici, Iran, aucun risque de contamination près du site nucléaire de Fordo. Bon, quand on voit la,
une explosion de bombes GBU machin chose qui va très profond, les fameuses bombes qui ont été larguées sur Fordo, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de contamination si ça atteint l'endroit où il y avait l'uranium. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, on peut raconter n'importe quoi, même s'il y a eu 2 bombes, une première pour aller par exemple à 40 mètres, une seconde pour aller à 80 mètres, hein. Donc la première puis la deuxième, parce on voit des fois 2 trous qui sont très très proches, donc on peut éventuellement imaginer que ça a fait comme ça, ça a descendu extrêmement profond. Mais si vous voulez, à un moment donné, vous voyez bien sur les vidéos de l'explosion de ces engins que vous avez l'explosion en fait qui ressort. Ben, c'est normal parce que vous avez une très forte explosion en sous-sol. Le plasma d'explosion, le feu de l'explosion peut pas, en fait, est contraint par le sous-sol, hein. Donc en fait, tout ce qui est volatile, ça remonte et ça fait une explosion. En fait, c'est comme un canon, en fait, ça marche comme un canon. Donc vous avez tous les poussières, le feu, etc., qui sort dans l'atmosphère. Je veux dire, il n'y a pas d'autre possibilité, hein. Donc ça, c'est si... Et alors, dans ces cas-là, il y a nécessairement de la contamination, obligatoirement. Et d'ailleurs, si ça s'est passé, mais que c'est caché, de toute façon, les pays voisinants vont pas tarder à le savoir. Je veux dire, au bout de quelques jours, quelques semaines, avec les vents, etc., ou les écoulements d'eau, etc., ça se saura nécessairement. Il y aura même si c'est pas des grosses quantités, il y aura des poussières caractéristiques dans l'atmosphère, même en très très faible quantité, hein, qui vont partir dans les vents à droite à gauche dans le monde. Donc ça ne pourra pas être caché, hein. S'il n'y a pas de contamination, ça veut dire tout simplement 2 choses. Soit les bombes en question n'ont pas atteint l'endroit en fait où se trouve l'uranium, donc ça veut dire l'uranium y est toujours. Non seulement il y est toujours, mais il est toujours ensemble. Alors peut-être que le matériel, les centrifugeuses, tout ça ont été cassés, mais en tout cas le truc enrichi y est toujours, hein, et il est là, il est prêt à être recherché quelque part. D'ailleurs, on va voir le truc, hein. D'ailleurs, on peut voir, hein, suite aux frappes US, est bien endommagée, mais la localisation de l'uranium est. Alors, parce qu'il y a... Bon, c'est pas grave. Est incertaine. Voilà, est incertaine. Bah oui, parce que ça veut dire que donc c'est susceptible d'être retrouvé plus tard. Il leur restera à creuser. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est tout simplement que l'uranium et les centrifugeuses, disons, contaminées par la radioactivité, ont été à un moment donné évacuées. Alors, je sais pas moi, avant, je sais pas, un mois avant, une semaine avant, je sais pas, et ont été évacuées tout simplement ailleurs. Mais dans tous les cas, ça veut dire que ça veut dire qu'on en est là. Et d'ailleurs, il y a eu aujourd'hui des bombardements de la part de l'armée israélienne sur ce même site, hein. Quelque part, ça montre bien en fait que moi je pense que les bombardements américains sont un échec parce qu'ils n'ont pas réussi en fait à supprimer ce problème-là. Et donc les Israéliens, en rebombardant aujourd'hui, ont annoncé qu'ils avaient fermé 2 couloirs. Donc ça prouve bien quelque part qu'il y a vraiment une problématique, enfin quelque chose qui se passe. Le problème, donc voilà, ça c'est les 2 possibilités que j'ai évoquées, hein, ça me paraît assez clair. Maintenant, dans les deux cas, vous avez un pays qui a été attaqué. Alors, attaquer sans déclaration de guerre, attaquer par surprise, etc. Bon, moi, ça me paraît assez clair, hein, que c'est complètement en dehors du droit international. Et c'est aussi un pays, quelque part, qui dispose de matériel fissile. Donc, il dispose d'uranium enrichi, encore maintenant, même encore maintenant. Et c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire, quelque part, bah, voilà, qu'est-ce qui va se passer après avec ce matériel fissile? Est-ce qu'il est
en train de circuler dans la nature. Vous comprenez bien le problème, j'imagine. Euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très inquiétant. Alors normalement, la radioactivité, c'est quelque chose qui est détectable, je crois, par hélicoptère, par avion, etc. Donc voilà, peut-être que c'est sous surveillance aux frontières de l'Iran, mais en tout cas, la question est quand même une question relativement grave. Ça veut dire euh, que, en fait, peut-être l'Iran devrait être traité maintenant comme déjà une puissance nucléaire, en fait, puisque quelque part, même s'ils n'ont pas la possibilité de faire exploser une bombe, en tout cas, ils ont le matériel radioactif. Et ça, c'est au moins aussi dangereux, en fait, quand on réfléchit bien au truc. Je vais pas m'étaler sur cette vidéo, je ne vais pas risquer de faire censurer la vidéo, mais je pense que c'est quand même très clair. Surtout pour les Français, hein, je veux dire, nous avons quand même vécu il y a, je crois que c'était en 95, il me semble, ou en 85, je ne me rappelle plus. Enfin, c'était ouais, un certain nombre d'attentats sur le sol français. Voilà, je suis pas. Donc je pense que c'est un pays qui doit probablement être d'ores et déjà traité comme s'ils avaient déjà réussi, parce que bah, mine de rien, à cause de ça, ils disposent d'une capacité de nuisance qui est quand même très importante. D'autre part, comme je l'ai expliqué au départ de la vidéo, hein, en relation avec ce que je connais de l'Orient, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle qu'on sache pas trop où ça se trouve, parce que est-ce que bah, c'est le gouvernement qui détient ça là-bas, donc où il y a un contrôle minimum, ou est-ce que finalement ça peut être des factions comme ça s'est passé dans d'autres endroits. Et à ce moment-là, petit à petit, le stock, il est en train de devenir complètement incontrôlable, et ça, c'est carrément quelque chose de dangereux. Donc c'est vraiment un problème. C'est vraiment un très très gros problème. Euh, Au niveau, militaire, j'ai vu pas mal de militaires sur les plateaux aussi aux États-Unis. Et c'est clair que pour eux, il ne peut pas y avoir de réussite vraiment, par exemple, de changement de régime, etc., sans une opération au sol. Mais là, c'est carrément une aventure. Je ne suis pas persuadé que les Américains veuillent se lancer dans ce genre de choses-là, quoi. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en tant que Français? Bon, en tant que Français de l'étranger, je pense que bah, c'est un peu la même problématique que les Américains, c'est-à-dire que l'ambassade, les États-Unis ont expliqué à tous les expatriés que maintenant il fallait qu'ils fassent attention parce qu'ils sont américains. Je pense que les Français, ils n'ont pas besoin de ce genre de choses-là, hein. D'autant plus quand même que le pays est quand même endetté à 3400 milliards d'euros. Donc c'est quand même quelque chose d'assez d'assez conséquent. Il faut bien comprendre une chose, hein, si vous regardez l'endettement de la France lors des précédents conflits, je pense en particulier à l'opération Tempête du désert en 1900, c'était en combien? C'était en 91. Le taux d'endettement de la France ne devait pas dépasser les 60 à 70%, hein, du PIB. Aujourd'hui, on est entre 110 et 120%. Donc, on a perdu tout contrôle sur la dette. Évidemment, une guerre est quelque chose qui est extrêmement consommateur d'argent. Et alors là, la retraite, c'est pas à 64 ans, mais c'est probablement plutôt à 70. Donc, voilà, c'est quand même quelque part, je pense que ça serait quand même beaucoup de problèmes finalement pour un conflit qui se déroule en Asie, très loin de l'Europe, avec lequel on a mais alors absolument rien à voir, quoi. Et qui finalement serait plus un problème pour les Français qu'autre chose. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.